Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble différentes histoires qui sont parfois insolites, qui parlent de choses qu'on ne comprend pas toujours, de meurtres aussi. En tout cas des histoires qui vont nous apprendre des choses. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, suite à ma dernière vidéo où je vous parlais un peu du petit mystère par rapport à Instagram, vous êtes énormément à m'avoir rejoint ensuite sur la plateforme, ça me fait très chaud au cœur, vraiment merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous remets le Instagram ici si vous souhaitez vous aussi vous abonner à Instagram, AkenTV, c'est tout simple. Vraiment ça m'a fait très chaud au cœur de voir le compteur monter comme ça, de voir tous vos profils, mettre un peu des noms, des photos sur les différentes personnes qui voient les vidéos. J'aime beaucoup pouvoir visualiser ce genre de choses. Si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour voir ensemble nos différentes histoires. Imaginez un samedi ordinaire avec vos enfants, puis soudain, la police entre, des travailleurs sociaux aussi, ils arrachent vos enfants de vos bras, ils crient, ils pleurent, et vous ne savez ni pourquoi, ni où ils vont. Ce scénario n'est pas hypothétique. Pendant des décennies au Canada, c'est ce que des milliers de familles autochtones ont vécu. On appelle ce phénomène la 60s Scoop. À partir des années 50 et jusqu'aux années 80, les autorités ont retiré de force des enfants autochtones de leur foyer. Ils furent envoyés dans des familles d'accueil, adoptés par des familles blanches, parfois séparés de leurs frères et sœurs. Pour comprendre cette logique, il faut se rappeler les pensionnats autochtones, des institutions où des enfants étaient envoyés pour devenir civilisés. Là-bas, ils perdaient leur langue, leur identité et subissaient de sévères violences physiques, psychologiques, spirituelles et parfois intimes. Quand ils en sortaient, traumatisés, beaucoup ne pouvaient plus transmettre amour, stabilité, ni repères à leurs propres enfants. Mais revenons à la 60s Scoop. Officiellement, il s'agissait d'assurer une meilleure vie à ses enfants. Mais la réalité montre autre chose. Ils ont souvent rencontré la maltraitance, la violence et l'isolement. Ils étaient placés dans des foyers où les enfants blancs vivaient dans la maison, pendant qu'eux dormaient dehors. Certains adoptés fuyaient, certains choisissaient la rue, d'autres ne survivaient pas. Et surtout, ils perdaient leur culture, leur langue, leur identité. Formons deux hypothèses. L'hypothèse A, l'objectif de ce phénomène était de les protéger. L'hypothèse B, c'est que l'objectif était de les assimiler, peu importe les conséquences humaines. À la lumière des témoignages et des traces historiques, l'hypothèse B semble cohérente avec les événements. Le résultat fut une génération déchirée, des enfants qui ne savaient plus d'où ils venaient, ni où appartenir. Certains apprirent des années plus tard qu'ils étaient autochtones, sans connaître leur langue ou leur culture. Et lorsqu'ils tentèrent de revenir, ils se sentirent étrangers dans leur propre communauté. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent des frères ou sœurs dont ils ne connaissaient ni le nom, ni l'emplacement, ni s'ils sont encore en vie. On parle désormais de génocide culturel. Et ses conséquences, douleurs, ruptures, perte de repères, souffrances transmises de génération en génération, sont toujours visibles. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une réalité dont les traces vivent encore, silencieusement, dans des milliers de vies. Et comme toujours, ce que l'on retire à un enfant ne disparaît jamais vraiment. Cela continue dans l'ombre. Le 13 janvier 1759, 7 membres de la famille Tavora furent exécutés. Une sentence considérée comme l'une des plus brutales jamais appliquées à la noblesse portugaise. La question principale est simple. Pourquoi éliminer une famille entière? L'année précédente, il y avait eu une tentative d'assassinat contre le roi Joseph I. Très vite, les regards se tournèrent vers les Tavora, accusés d'en être les instigateurs. Mais un doute plane encore. Étaient-ils réellement coupables? Ou s'agissait-il d'une manœuvre politique orchestrée par le ministre Sebastiano de Mello pour affaiblir l'ancienne aristocratie? De Mello, futur marquis de Pombal, était un homme ambitieux, exposé aux idées des Lumières et devenu indispensable après le séisme dévastateur de Lisbonne en 1755. Ce prestige lui donnait une autorité immense et de nombreux ennemis. Le roi, vivant alors dans un campement à Ajuda, entretenait une liaison avec Teresa Léonore, épouse de l'héritier de la famille Tavora. Le 3 septembre 1758, au retour d'une de ses visites secrètes, le roi fut attaqué par des hommes armés et il survécut. De Mello garda l'événement secret, tout en lançant une enquête. 2 suspects furent arrêtés, torturés, et ils confessèrent agir sur ordre des Tavora. Ils furent exécutés immédiatement. Ensuite, la machine judiciaire s'emballa. La marquise Léonore, ses enfants, petits-enfants et alliés, dont le duc d'Aveiro, furent arrêtés. Un tribunal spécial fut créé, autorisé à employer la torture. Le duc d'Aveiro avoua sous contrainte. Les Tavora nièrent. Cependant, les aveux obtenus ailleurs suffirent à les condamner.
Les preuves officielles, les confessions des assaillants, une arme attribuée au duc, le fait que les Tavora connaissaient l'itinéraire secret du roi. La sentence initiale prévoyait l'extermination totale de la famille, femmes et enfants inclus. L'intervention de la reine et de l'héritière du trône permit d'en épargner certains, mais 7 furent exécutés. Après ces événements, les filles des familles concernées furent emprisonnées à vie. Quant à De Mello, il fut récompensé, puis anobli à nouveau en 1770. Était-ce justice ou purge politique? Certains historiens y voient un complot destiné à écraser une famille puissante et consolider le pouvoir ministériel. Mais aucune preuve définitive ne permet de trancher. La vérité demeure incertaine. Et dans les affaires où pouvoir, rivalité noble et violence d'État s'entremêlent, le doute est souvent la seule conclusion rationnelle. En 1876, un crime parmi les plus étranges de l'histoire des États-Unis fut commis. Une tentative non pas de tuer, mais de voler le corps déjà mort d'Abraham Lincoln. Il reposait dans un cercueil de marbre blanc, dans le cimetière d'Oak Ridge à Springfield. Une simple serrure protégeait son tombeau, aucun garde. La motivation? Pas de fanatisme, pas de rituel, un chantage. Un gang de faux-monnayeurs irlandais de Chicago, dirigé par Jim Kennally, voulait faire libérer Benjamin Boyd, l'un de leurs meilleurs graveurs, emprisonné depuis 1876. Leur plan, voler le corps du président, le cacher, exiger la libération de Boyd et 200 000 $. Deux complices furent choisis, Terence Mullen et Jack Hughes. Leur idée était simple, mettre le corps dans un sac, le charger sur une carriole et disparaître. La date retenue, le 7 novembre 1876, jour d'élection, lorsque la ville serait distraite. Cependant, leur choix d'acolyte fut fatal, Lewis Sveigels. Ils pensaient recruter un spécialiste des vols de tombes. En réalité, c'était un informateur des services secrets. Sveigels suivait le plan, rapporta chaque détail à Patrick Tyrrell, chef du bureau de Chicago, et accompagna les voleurs jusqu'au tombeau. Les criminels tentèrent d'ouvrir la serrure, échouèrent puis la limèrent lentement. À l'intérieur, ils essayèrent de déplacer le cercueil, mais il pesait environ 500 livres, trop lourd. Ils demandèrent à Sveigels d'aller chercher la carriole, mais il est parti prévenir les agents. Les détectives se précipitèrent, mais Hughes et Mullen parvinrent à fuir. Des jours plus tard, ils furent arrêtés à Chicago. Robert Lincoln, fils du président, engagea les meilleurs avocats. Après 8 mois, les deux hommes furent condamnés à 1 an de prison. Mais l'affaire n'était pas terminée. Le gardien du tombeau, John Carroll Power, comprit que si 2 amateurs avaient pu tenter cela, des criminels plus déterminés pourraient réussir. Il décida alors de cacher le corps. Le cercueil fut enfoui dans une tombe anonyme. Aucun des 6 hommes présents ne connaissait Lincoln. Il y resta 25 ans. Ce n'est qu'en 1901 que le corps fut exhumé, placé dans une cage d'acier, puis enterré sous des tonnes de béton, dans une fosse profonde, pour que plus personne n'essaie jamais de voler Abraham Lincoln. Il avait dirigé une nation, pourtant, pour des décennies, il reposa en secret, caché comme un trésor contraigné de voir disparaître une seconde fois. Les affaires de tueurs en série non résolues suscitent une fascination particulière. Qui était le meurtrier? Comment a-t-il échappé à la justice? Est-il mort? Ou a-t-il simplement continué à vivre dans le même lieu qu'il terrorisait? Entre février et mai 1946, à Texarkana, une ville à cheval sur le Texas et l'Arkansas, 8 personnes furent attaquées. 5 furent tués. L'affaire devint inconnue sous le nom de Texarkana Moonlight Murders. Le premier incident eut lieu le 22 février. Jimmy Hollis et Mary-Jane Larrey, un jeune couple garé dans un Lover's Lane, furent pris pour cible par un homme masqué. Armé, il les força à sortir du véhicule. Hollis fut frappé à la tête au point de perdre connaissance et sa compagne fut agressée. Les survivants, traumatisés, donnèrent des descriptions différentes de l'agresseur. Un contexte de confusion psychologique et de blessures crâniennes. Un mois plus tard, 2 autres victimes furent trouvées dans une voiture, Richard Griffin et Polly Ann Moore. Tous 2 avaient été abattus. Une douille de calibre 32 fut retrouvée. Aucun examen médico-légal complet ne fut effectué, un détail qui alimenta les zones d'ombre. Le 14 avril, les corps de Paul Martin et Betty Jo Booker furent découverts, tués par balle. Là encore, une arme de calibre 32 était impliquée. Leur véhicule fut retrouvé plusieurs kilomètres plus loin. Le 3 mai, une attaque différente. Virgil Starks fut tué à travers la fenêtre de sa maison. Sa femme Cathy fut blessée mais parvint à survivre. Le tueur n'avait pas été vu. Seule trace, une lampe torche abandonnée. Au total, plus de 400 personnes furent interrogées. Aucun suspect définitif. Les autorités notèrent un schéma, environ 3 semaines entre chaque crime. Une opération fut menée avec des mannequins posés dans des voitures pour attirer le meurtrier, sans succès. 2 suspects attirèrent l'attention. Le premier, H.B. Tennyson, 18 ans, qui se donna la mort en 1948 en laissant une lettre évoquant les meurtres. Un ami affirma cependant qu'ils étaient ensemble lors de l'un des crimes. Deuxième suspect, Ewell Sweeney, un voleur de voitures. Sa femme l'accusa puis se contredit. Elle ne pouvait légalement témoigner contre lui. Rien
ne permit de l'inculper. Il fut emprisonné pour vol automobile et mourut en 1994. Et après mai 1946, les meurtres cessèrent. Aujourd'hui encore, l'identité du tueur fantôme demeure inconnue. À Texarkana, cette histoire fait désormais partie de la mémoire collective, au point que chaque année, un film inspiré des crimes est projeté en plein air. Des attaques brutales, un meurtrier jamais identifié et une communauté qui, encore aujourd'hui, vit avec un fantôme qu'elle n'a jamais vu, mais qu'elle n'a jamais oublié. Le 28 février 1986, peu avant minuit, le premier ministre suédois Olof Palme fut assassiné, un moment qui a profondément marqué l'histoire du pays. Malgré sa fonction, Palme vivait comme un citoyen ordinaire. Ce soir-là, il n'avait aucun garde du corps. Il avait décidé, à la dernière minute, d'aller au cinéma avec sa femme, leur fils et sa compagne. Après la séance, les couples se séparèrent. Palme et son épouse rentrèrent à pied. À 23h21, au coin de Sveavägen et Tunnelgatan, un homme s'approcha derrière eux et tira à bout portant. Le premier ministre s'effondra. Sa femme, elle, fut légèrement blessée. Le tireur, lui, prit la fuite. L'alerte mit du temps à se propager. Appel mal dirigé, confusion des opérateurs. Une ambulance arriva, mais Olof Palme fut déclaré mort peu après minuit. 2 balles furent retrouvées, calibre 357 Magnum, probablement tirées d'un revolver à canon court. Près de 500 armes de ce type furent testées. Toutes furent retrouvées, sauf une, volée en 1977 dans la maison d'Arne Suxdorf. Pendant l'enquête, plusieurs suspects émergèrent, ainsi que de nombreuses théories. Victor Gunnarsson, un extrémiste suédois, fut arrêté puis relâché. Des pamphlets hostiles à Palme avaient été retrouvés près de son domicile, mais les charges n'ont pas tenu. Christer Peterson, toxicomane et criminel, fut à son tour inculpé en 1988. Il fit appel et fut acquitté. Aucun mobile clair, aucune arme présentée. Divers scénarios furent alors évoqués. Trafic d'armes lié à l'Inde, complot d'extrémistes policiers. Et pendant longtemps, aucune conclusion définitive. La loi suédoise fut même modifiée afin d'éviter que l'affaire ne devienne prescrite. En juin 2020, plus de 3 décennies après le meurtre, le procureur Christer Peterson désigna officiellement Stig Engström, connu comme l'homme de Skandia. Les éléments disponibles pointaient vers lui, mais Engström s'était donné la mort en 2000. Aucun procès n'était possible. L'enquête fut donc close. Pourtant, aucune preuve technique décisive n'a jamais été présentée. En résumé, un premier ministre abattu en pleine rue, une enquête massive, plusieurs suspects, un coupable désigné mais sans preuve irréfutable, et une question qui persiste silencieusement. Avons-nous réellement découvert la vérité ou bien l'assassin a-t-il disparu dans la foule comme il l'a fait cette nuit-là? On en est probablement à la moitié de la vidéo. Je me permets d'interrompre un peu le récit pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et rejoignez-moi aussi sur Instagram que je vous remets juste ici. Si vous souhaitez voir un peu les coulisses de la chaîne, ça me rendra très heureux de vous retrouver là-bas. Maintenant, je vais vous laisser découvrir 5 histoires qui vont parler d'expérimentation scientifique très spéciale, qui vont parler d'enfants meurtriers, mais aussi d'une affaire d'héritier toute particulière. Hermann Göring, Reichsmarschall, criminel de guerre allemand, fut reconnu coupable à Nuremberg le 30 septembre 1946, condamné à être pendu. Pourtant, la veille de son exécution, il se donne la mort grâce au cyanure. Comment un prisonnier de cette importance, surveillé jour et nuit par les forces américaines, a-t-il pu obtenir du poison? Et surtout, comment cela a-t-il pu se produire sans que personne ne le remarque? Göring était détenu depuis mai 1945. Après la mort d'Himmler grâce à une capsule cachée dans sa bouche, toutes les mesures de sécurité auraient dû empêcher une situation similaire. Et pourtant, Göring mourut de la même manière. Pendant des années, plusieurs théories circulaient. Il aurait dissimulé du cyanure depuis son arrestation. Ses gardes auraient été négligents, quelqu'un lui aurait fourni la capsule. Puis, des décennies après les faits, un témoignage surprenant apparut. Herbert Lee Stivers, ancien soldat américain, affirma avoir donné à Göring un flacon qu'il croyait être un médicament. Son explication, une jeune femme nommée Mona lui avait demandé un autographe de Göring, puis lui avait demandé de lui remettre des messages. Stivers, jeune et impressionné par elle, accepta. Il affirma que 2 hommes, amis de Mona, lui remirent un stylo contenant des notes et plus tard un petit flacon. Il croyait livrer un traitement à un prisonnier malade. Göring, selon Stivers, était courtois, parlait anglais, discutait sport et aviation. Et l'ambiance morne de la prison rendait cette proximité presque naturelle. 2 semaines après la remise du flacon, Göring se donna la mort.
Dans une lettre, il déclara avoir possédé le cyanure depuis longtemps. Mais pour Stevers, cette version n'était pas crédible. Il affirma qu'un homme aussi surveillé n'aurait pas pu cacher du poison durant un an et qu'il l'aurait utilisé bien plus tôt s'il l'avait réellement eu en permanence. L'enquête officielle conclut pourtant que Goering avait gardé son cyanure sur lui depuis le début, peut-être dissimulé dans une dent, sa cavité nasale, son appareil digestif, ou même derrière la cuvette de sa cellule. Mais ces explications restaient contestées. Si Stevers dit la vérité, alors son geste, motivé par une rencontre avec une inconnue séduisante, a permis à l'un des plus hauts dignitaires du régime allemand d'échapper à la potence. Et si Goering disait la vérité, alors il a déjoué la surveillance alliée pendant plus d'un an. Dans les deux cas, le résultat est identique. Il a choisi sa mort. Et les circonstances exactes, comme bien d'autres zones d'ombre de cette période, demeurent incertaines. Le Tsukiji Experiment est considéré comme l'une des études médicales les plus immorales de l'histoire des États-Unis. Environ 600 hommes afro-américains furent recrutés. 399 avaient la syphilis et 201 servaient de groupe témoin. On leur promit un traitement. En réalité, aucun soin ne leur fut donné. On observa la maladie progresser sans intervention. En 1932, lorsqu'elle débuta, la syphilis n'avait pas de cure. Mais ses effets étaient connus. Lésions, fatigue, amaigrissement, perte de cheveux, puis la mort. Les chercheurs voulaient comprendre son évolution. Ils offrirent des soins gratuits pour attirer des hommes pauvres du côté de Macon, en Alabama. On leur parla de mauvais sang. On leur donna des médicaments inutiles, des onguents et la promesse d'une guérison qui n'existait pas. Lorsque certains doutèrent et cessèrent de venir, on les incita avec repas gratuits, services médicaux et autres avantages. Une infirmière, Eunice Rivers, fut engagée pour gérer les soins palliatifs et maintenir la participation. Plus grave encore, les organisateurs demandèrent aux médecins locaux de refuser tout traitement réel aux participants. En 1947, la pénicilline devint le traitement standard, capable de sauver ces hommes. Pourtant, on la leur refusa. Certains contaminèrent leur famille pensant être soignés, d'autres continuèrent à souffrir jusqu'à une mort lente et douloureuse. En 1952, environ 30% avaient finalement reçu de la pénicilline, mais l'étude continua encore pendant des années. Puis, dans les années 60, les chercheurs déclarèrent aux hommes qu'il était trop tard pour être traités. Malgré le code de Nuremberg en 1947 et la déclaration d'Helsinki en 1964, l'étude ne fut pas interrompue avant 1969. Ce n'est qu'en 1972 que le public apprit la vérité grâce à un lanceur d'alerte, Peter Buxton, et au New York Times. À ce moment-là, sur les 600 hommes du départ, seulement 74 étaient encore vivants. 128 étaient morts des suites de la maladie ou de ses complications. L'indignation publique fut immense et des compensations furent accordées aux familles. Pendant 40 ans, des hommes furent trompés, utilisés et laissés à mourir au nom de la recherche, sans consentement, sans traitement, sans vérité. Une étude présentée comme médicale, mais qui fut en réalité un abandon orchestré de vie humaine, motivé par le mensonge et le racisme institutionnel. Et aujourd'hui encore, le nom Tsukiji reste synonyme de trahison, injustice et méfiance envers la médecine, héritage direct de ceux qui ont choisi d'observer la maladie plutôt que de sauver des vies. Le 30 octobre 1975, la veille d'Halloween, une adolescente fut tuée à Greenwich, dans le Connecticut. Martha Moxley, 15 ans, disparut après être sortie avec des amis pour des farces d'Halloween. Lorsqu'elle ne rentra pas, le voisinage se lança dans une recherche anxieuse. Le lendemain, son corps fut découvert sous un arbre près du jardin familial. Au départ, on imagina un agresseur extérieur. Mais l'enquête suggéra rapidement que le meurtrier venait du quartier lui-même, un quartier privé, riche et protégé. Martha avait été frappée à mort avec un club de golf. Le manche servit aussi pour la poignarder. La tête du club fut retrouvée près de l'allée, et ce club appartenait à la famille Skakel, voisine des Moxley. Deux hommes attirèrent l'attention, Thomas Skakel, 17 ans, et Michael Skakel, 15 ans. Tous deux furent vus avec Martha peu avant sa mort, et leur version des faits ne concordait pas, ni avec les détails, ni entre elles. Thomas affirma être rentré à 21h30 pour travailler sur un devoir, mais aucun devoir n'était attendu. Et leur tuteur déclara qu'aucun des garçons n'était rentré avant au moins 22h25. L'enquête fut massive. Près de 200 personnes interrogées, aucun suspect arrêté. Et au bout de quelques mois, la famille Skakel cessa de coopérer. L'affaire fut classée. Des années plus tard, avec de nouvelles technologies, l'affaire fut réexaminée. Les vêtements et chaussures de Michael furent retrouvés dans les déchets du domicile et des cheveux de Martha s'y trouvaient. L'analyse suggéra que le crime était motivé par un déclenchement violent d'ordre intime. 20 ans après les faits,
la famille Skakel embaucha des détectives privés. Thomas modifia son récit. Il affirma désormais être retourné voir Martha après 21h30 et avoir eu une interaction intime avec elle avant de partir à 21h50. Pourtant, le soir du meurtre, il n'avait rien mentionné de tout cela. Michael, lui, déclara être revenu près de la maison des Moxley vers minuit, lancer des pierres à la fenêtre, ignorant sa disparition alors que le quartier cherchait déjà. En 2000, il fut arrêté. Lors du procès en 2002, il donna des détails étranges, évoquant s'être touché intimement dans un arbre proche du corps. Il fut reconnu coupable. Mais l'affaire prit une tournure politique et médiatique. La famille Kennedy défendit Michael, contestant la décision. Appels successifs, jugements confirmés, puis contestés, puis rétablis. Finalement, en 2020, les procureurs décidèrent de ne pas le rejuger. Michael Skakel est désormais libre. Aucun meurtrier n'a été officiellement identifié. Alors, était-ce Michael, avec des cheveux de Martha sur ses vêtements? Thomas, dont le récit changea et dont l'alibi fut contredit? Leur tuteur, seul dehors au moment critique? Ou quelqu'un d'autre, un intrus malgré les apparences? Aujourd'hui, le dossier reste officiellement non résolu, mais les enquêteurs pensent que l'un ou peut-être les deux membres de la famille Skakel détient la vérité sur la mort de Martha Moxley. Dans l'Angleterre victorienne, une affaire judiciaire captiva l'opinion, l'affaire Tichborne. Roger Tichborne, héritier d'une importante famille catholique, fut présumé mort en 1854 après un naufrage. Sa mère, cependant, refusa d'y croire. En 1866, un homme se présenta. Il affirma être Roger. Lady Tichborne l'accepta immédiatement, mais d'autres membres de la famille le déclarèrent imposteur. Un certain Thomas Castro, aussi appelé Arthur Horton, venant d'Australie. S'ensuivit un long procès. Le prétendu Roger échoua à prouver son identité et fut condamné pour parjure. Cependant, le doute persiste encore. Était-il un usurpateur opportuniste ou un héritier véritable injustement rejeté? Roger Tichborne avait grandi à Paris avec sa mère. Il parlait français avec un accent distinct. Plus tard, il rejoignit l'armée, tomba amoureux de sa cousine Catherine et partit finalement voyager en Amérique du Sud. En 1854, il monta à bord du navire Bella pour la Jamaïque. Le navire fit naufrage, aucun survivant n'apparut. Roger fut déclaré mort. Pourtant, des rumeurs prétendaient que des rescapés avaient débarqué en Australie. Lady Tichborne publia alors des annonces dans les journaux australiens cherchant son fils. Et 10 ans après le naufrage, un homme apparut, Thomas Castro, boucher de Wagga Wagga. Il affirma être Roger, possédait une pipe gravée RCT et raconta avoir survécu au naufrage grâce à un navire nommé Osprey. Lady Tichborne accepta son récit. Des domestiques anciens et même un médecin de la famille confirmèrent sa version. On nota même une malformation génitale prétendument identique. Cependant, de nombreuses incohérences apparurent. Castro ne parlait pas français, il faisait des fautes d'orthographe importantes, il ne reconnaissait pas l'écriture de son père, il se trompa sur le prénom de sa mère et il ne peut décrire des détails connus de Roger et Collier. Il invoqua le traumatisme, la mémoire perdue, et Lady Tichborne le soutint malgré tout. Mais à sa mort, en 1868, son principal appui disparut. En 1871, un procès civil fut lancé. Les enquêteurs découvrirent des preuves reliant Castro à Arthur Horton, un homme disparu d'Angleterre et parti en Australie. Puis, un détail décisif. Roger avait un tatouage. Le prétendant, lui, n'en portait aucun. Alors, sa défense s'effondra. Un procès criminel suivit, l'un des plus longs de l'histoire anglaise, 188 jours. Graphologie, témoignages, contradictions, tout désigna Horton. Le jury le déclara coupable de parjure. Il fut condamné à 14 ans de prison, en purgea 10 et mourut dans la pauvreté en 1898. Pourtant, certains persistent à croire qu'il était Roger, que l'héritier, sauvé d'un naufrage, fut ensuite rejeté par sa propre famille, ou que la justice fit son devoir face à un imposteur ambitieux. Aucune preuve définitive n'a jamais balayé l'un des deux scénarios. L'affaire Tichborne demeure l'un des mystères victoriens les plus intrigants. L'identité peut être revendiquée, mimée, contestée, mais rarement prouvée sans faille. En 1874, dans le Massachusetts, un garçon de 14 ans fut condamné pour meurtre au premier degré. Son nom, Jesse Harding Pomeroy. À cet âge, il avait déjà torturé et agressé des enfants pendant des années. Il devint le plus jeune meurtrier condamné de l'histoire de l'État. Jesse naquit en 1859 dans une famille pauvre. Il avait un œil voilé par un film blanc. Il fut harcelé à l'école, probablement battu à la maison. À 5 ans, il aurait tué un chat. À l'école, on le décrivait comme difficile à comprendre. Vers 1871, des rumeurs émergeaient. Un garçon plus âgé attirait des enfants, les agressait, les blessait avec des épingles et des couteaux. Son surnom,
The Boy Torturer, autrement dit le garçon tortionnaire. Beaucoup reconnurent Jesse. Sa mère déplaça la famille à South Boston sans succès. En 1872, un enfant fut retrouvé torturé sur une plage. Un autre, agressé et attaché à un poteau. Un témoin parla d'un garçon avec un œil marbré. Jesse fut arrêté et envoyé en maison de correction. Mais sa mère obtint sa libération rapide. Un mois plus tard, Kathy Curran, 10 ans, disparut. Dernière personne à l'avoir vue, Jesse. 5 semaines plus tard, un autre enfant, Horace Millen, 4 ans, fut découvert mutilé, brûlé, ses organes génitaux coupés. Des empreintes conduisirent à Jesse. Il fut retrouvé couvert de sang, portant un couteau ensanglanté. Sous interrogatoire, il déclara « Je suppose que je l'ai fait ». Puis il affirma avoir tué 27 autres enfants. Rien ne put le confirmer, mais le corps de Kathy fut retrouvé près du magasin de sa mère. Jesse fut reconnu coupable du meurtre de Horace et de Kathy. La peine initiale, la mort. Mais en raison de son âge, sa sentence fut commuée en prison à vie. Il passa près de 6 décennies en détention, isolement, tentative d'évasion. Ce n'est qu'en 1917 qu'il fut autorisé à avoir d'autres détenus. En 1929, il fut transféré à une ferme pénitentiaire. Il y mourut 3 ans plus tard, seul. Harcèlement, violence domestique, isolement, et un garçon qui devient tortionnaire puis meurtrier. À 14 ans, il avait déjà plongé dans une violence presque incompréhensible, et jamais jusqu'à sa mort, il ne donna d'explication claire pour ses actes. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces différentes histoires, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était un plaisir, comme d'habitude, de vous partager tout ça, d'apprendre des choses pour vous les partager derrière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez des histoires, ou à l'inverse, si je vous ai fait découvrir certaines histoires. C'est un peu mon but avec les vidéos en ce moment, vous faire découvrir des choses, donc si je vous fais découvrir ne serait-ce qu'un sujet, c'est un pari gagné pour moi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne. Je dis une dernière fois, venez me suivre sur Instagram AkenTV, je vous attends nombreux là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!